Alors on fera avec vous dans quelques temps une émission spéciale sur le cancer de la prostate, mais à présent on va parler quand même de la prévention, parce que cette glande, il est possible de lui faire du bien, de la garder en forme, et ça passe par exemple par l'activité physique. Oui, c'est qu'en fait, globalement, pour garder sa prostate en bonne santé, il faut essayer de rester en bonne santé. Donc ce qu'on va dire maintenant, c'est valable pour beaucoup de pathologies, notamment les pathologies cardiovasculaires. Dans l'ordre, il y a l'activité physique. L'activité physique, ça peut être très peu. C'est-à-dire que si vous allez au travail en autobus, vous arrêtez à la station d'avant. Comme ça, vous allez marcher 1 kilomètre aller, 1 kilomètre le soir. Vous aurez déjà 2 kilomètres par jour. Pareil pour le métro ou autre. C'est qu'en fait, l'activité physique, la marche, réduit à peu près d'un quart le risque d'adénome de la prostate. Évitez de regarder trop la télévision. 10 heures par semaine, c'est 2 fois plus d'opérations de prostate, adénome de la prostate. Donc, la sédentarité, le manque d'activité physique sont les vecteurs de l'adénome de la prostate. Moins on fait d'activité physique, plus la prostate sera grosse et va gêner. Après, pour le cancer, c'est un petit peu différent. Pour le cancer, c'est beaucoup dans l'assiette que ça se passe. C'est-à-dire que c'est tous les antioxydants. On va en parler de l'alimentation juste après. Jimmy ? Mais juste pour reparler un petit peu du sport, certains disent que faire du vélo, ça ne serait pas bon pour la prostate. Et vous avez justement une étude plutôt intéressante sur les cyclistes. Vous avez raison. En fait, pourquoi les gens disent ça ? Parce que souvent, les cyclistes roulent en peloton. Et dans le peloton, on parle. Et on parle de son dernier PSA. Le PSA, c'est un marqueur, une prise de sang qui permet de savoir si on est à risque ou pas de cancer de la prostate. Et donc, classiquement, c'est: t'as fait ton PSA, toi ? Ah bah oui, il est comment ? Bah il est un peu haut. Et la réponse, c'est: t'inquiète pas, c'est parce qu'on a fait 150 km dans la dernière sortie. C'est complètement faux. On a fait une étude sur le Paris-Nice senior il y a des années, où on avait dosé le PSA à Paris, et moi, j'étais descendu en avion pour les attendre, pour doser le PSA à Nice. Et en fait, on se rend compte, alors c'est quand même 1000 km de vélo, c'est pas rien. 1000 km de vélo, en fait, ça fait baisser le PSA. En fait, pourquoi ça fait baisser le PSA ? Parce que l'activité physique majeure, comme le vélo pendant mais on est assis des sur jours sa et des prostate jours, quand même, non ? on va venir faire baisser la testostérone qui fait baisser le PSA. On n'est pas assis sur sa prostate, on est assis sur l'urètre. Sur le canal de l'urètre, la prostate est plus haute, elle est à l'intérieur du corps. Et donc en fait, les grands cyclistes professionnels peuvent avoir des problèmes d'impuissance ou de paresthésie de la verge, comme Jeannie Longo, si elle m'écoute, je sais pas, mais non, oublions les noms. Comme les cyclistes femmes peuvent avoir des problèmes de paresthésie, de manque de sensibilité de la vulve, ça comprime les nerfs entre la selle et l'ogive pubienne, mais ça ne touchera jamais la prostate. Donc si on a un PSA élevé, c'est pas parce qu'on a fait 150 km le week-end dernier. Le PSA est élevé parce qu'on peut avoir un cancer, bien sûr, mais ça peut être aussi un adénome. Plus la prostate est grosse, plus le PSA est élevé. Donc, il faut venir consulter pour savoir pourquoi le PSA est élevé. Pour garder la prostate en forme, il y a aussi la diététique, donc qui compte énormément. Oui, c'est le deuxième facteur qu'on allait aborder tout à l'heure. C'est qu'en fait, ça passe beaucoup dans l'assiette pour le cancer de la prostate. Il faut, donc, les conseils sont simples et sont déjà entendus, donc sont faciles à retenir. Il faut réduire les graisses saturées d'origine animale, la viande rouge grasse, le beurre, le fromage, en s'empressant de dire que la diététique, c'est un état d'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on interroge un patient, il faut supprimer les excès, ni trop ni trop peu, juste un équilibre. Il y a une étude sur des Japonais et des Chinois, là, justement, qui le prouvent, cet impact de la diététique. Tout ça, ça a été démontré début des années 90 par des enquêtes sur le risque de cancer de la prostate chez des migrants qui venaient d'Asie et qui ont émigré en baie de San Francisco. Et donc leurs descendants, qui avaient les mêmes gènes que leurs ancêtres, ont vu le risque de cancer de la prostate multiplié par 2 par rapport à leur zone d'origine. Pourquoi ? C'est les mêmes gènes, c'est les mêmes prédispositions génétiques, mais c'est un environnement différent et c'est un environnement très riche en graisses saturées. Donc, graisses saturées, il faut les réduire. Le sucre ? Le sucre fait rien. Mais par contre, les produits laitiers, il faut faire attention, pas d'excès non plus, à la fois parce que ça peut apporter des graisses saturées, mais aussi même le demi-écrémé, parce que ça apporte beaucoup de calcium et que ce calcium laitier est plutôt pas favorable pour une bonne santé générale. Donc on ne boit pas son bol de lait le matin quand on est un homme de 60 ans. Ce qu'on dit, c'est que l'homme est un animal comme les autres, et une fois le sevrage effectué, on ne voit pas pourquoi il continuera toujours de boire le lait de sa mère, quoi. Donc, manger un peu de fromage. A priori, le fromage, oui, mais le bol de lait le matin, on ne voit pas d'intérêt. Jimmy ? Est-ce qu'il y aurait des vitamines qui seraient protectrices pour la prostate ? Alors, il y en a une seule, oui, c'est la vitamine D. Alors, vitamine D, on peut l'avoir par le soleil, c'est plus simple, mais également dans les cancers qui sont dangereux, on peut donner des suppléments de vitamine D qui ont un effet anti-cancer. Mais la vitamine C fait rien. La vitamine E avait été à la mode, mais une étude avec des suppléments alimentaires a montré que ça ne servait à rien. Donc, globalement, c'est la vitamine D ou rien. Est-ce qu'il y a d'autres super... Alors, je sais qu'il y a un autre super aliment dont on parle beaucoup, notamment dans la prostate, c'est le jus de grenade. Il paraît qu'un verre par jour, ça pourrait limiter le développement du cancer, notamment. On a dit ce qu'il fallait diminuer, maintenant on peut dire ce qu'il faut augmenter. Alors.
Ce qu'il faut augmenter, c'est les fruits et les légumes. Et dedans, on trouve la star incontestée, c'est la tomate. C'est le colorant rouge de la tomate qui est le lycopène, qui est un antioxydant assez puissant. C'est montré par plein d'études expérimentales. Donc, comme la prostate crue, c'est avant tout de l'eau, il faut la manger cuite avec que l'eau soit évaporée et éventuellement avec un peu d'huile pour qu'elle soit mieux absorbée. Donc, la sauce tomate, c'est idéal. Et le brocoli, je crois aussi. Le brocoli est très bien aussi, qui font partie, c'est tous les crucifères, mais le brocoli en particulier, qui n'est pas un antioxydant, mais qui ouvre les histones, qui permet aux gènes anti-cancer de s'exprimer. Donc, c'est un autre mode d'action. Donc, les deux peuvent être associés. Et le dernier, vous en avez parlé, c'est la grenade, qui est également un antioxydant. Il y a des études qui ont montré ça, qui sont un peu anciennes maintenant, pas reconfirmées, mais c'est plutôt une tendance vers une confirmation. C'est un verre, donc 200 ml de jus de grenade par jour. Si j'en bois 5 par jour, je me protège encore plus? Non, ça réduit un peu. En fait, on montre que ça réduit les caractéristiques d'agressivité des cancers. Donc, c'est très bien de prendre ces suppléments alimentaires, si on en prend comme la grenade ou le brocoli ou du lycopène, que les pharmaciens peuvent faire. Quand on a un PSA un petit peu dangereux ou un cancer en surveillance ou un cancer en traitement, ça aide. Est-ce que c'est une prévention primaire pour pas avoir de cancer? Ça, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas montré. Jimmy? Et si, comme le mari de Mélanie, on a du mal à changer ses comportements alimentaires, alors il n'a pas de problème de prostate, non, il est encore très jeune. Tout va bien de ce côté-là. Il a un peu du mal à changer. Il aime la viande. Non, ça on en parlera après, mais pas de la mienne. Ce sera une autre émission ou pas. Mais la viande, il adore, il veut pas s'en passer. Est-ce qu'on peut lui proposer des compléments alimentaires qui auraient un effet alors c'est un sujet particulièrement délicat parce que les compléments qui sont en vente libre actuellement correspondent simplement aux apports recommandés européens. C'est-à-dire que si vous avez une alimentation variée et dans nos pays sans du tout aucune carence, a priori vous recevez suffisamment de zinc, suffisamment de sélénium, suffisamment de tous ces compléments que l'on trouve en vente libre en pharmacie. Parce que dès qu'on veut des doses plus fortes, par exemple le lycopène, il faut 300 mg de lycopène par jour, alors que l'alimentation en apporte... oui, ça fait 15 kilos par jour. Et donc, alors que l'alimentation en apporte 5 mg par jour, là, il faut une mise sur le marché. Vous en prescrivez, vous, des compléments comme ça à vos patients? J'en prescris, ce sont les pharmaciens qui les font en préparation magistrale. Donc, ça ne passe pas sous la fourche codine de l'autorisation de mise sur le marché. Et donc, les suppléments alimentaires, actuellement, on peut dire pourquoi pas, mais si vous avez une alimentation équilibrée, ça apporte a priori pas grand-chose. Et perdre du poids, du coup, parce que vous nous avez parlé du syndrome métabolique, du fait que avoir un gros ventre, on a une plus grosse prostate, mais est-ce que du coup, alors ça fait pas rapetir la prostate, ça vous l'avez dit, elle va pas rediminuer, mais sur le risque de cancer... Perdre du poids, c'est certainement bénéfique pour le cancer. Il y avait une étude canadienne déjà ancienne qui montrait qu'à stade de cancer égal et à traitement égal, plus on était gras, plus on mourait vite. Donc l'inverse est sans doute vrai aussi, même si c'est pas montré. D'accord. Enfin, il y a un dernier conseil qui va peut-être plaire plus aux hommes que de dire il faut manger ci, il faut manger ça. Et aux femmes, bien sûr. Pour soigner sa prostate, il faut être très actif sous la couette. Ça, c'est important. C'était une énorme controverse depuis des années, mais cette fois-ci, je crois qu'elle est résolue par plein d'études qui convergent, sans mauvais jeu de mots, et également de la biologie sous-jacente qui permet de montrer le mécanisme. C'est que plus on éjacule, moins il y a de cancer de la prostate. Plus que 20 éjaculations par mois divise par 2 le risque de cancer. C'est vraiment montré par plein d'études épidémiologiques. Plus de 20 par mois, c'est énorme 20 par mois. Oui, on peut se débrouiller tout seul parfois. Oui, c'est ça, c'est pas obligé que ce soit un rapport sexuel à deux, c'est ça, d'accord. Il faut simplement faire sortir les mauvaises substances. Pourquoi? Parce que, en fait, dans le sperme, il y a deux substances qui sont la spermine et la spermidine, qui sont plutôt oncogènes. Et donc, le contact de ces substances avec les glandes prostatiques favorise la transformation en cancer. Je savais pas qu'il fallait évacuer ces substances-là. Plus on évacue, mieux c'est. Et un âge à partir duquel il faudrait commencer ça? Si on doit donner un conseil, vous dites mais pas. Jimmy, là, il est en train de noter, prendre des conseils très pratiques. Il est absolument jamais trop tard pour bien faire. À 32 ans, c'est bien de commencer. Toutes les études ont montré que si vous aviez plus que 20 éjaculations dans les 10 ans qui précédaient, vous avez moins de cancer que ceux qui ont moins d'éjaculations dans les 10 ans qui précèdent. Donc, il faut commencer tôt et jamais. C'est le temps de s'y mettre. Avec 3 enfants, Jimmy, bon courage quand même. Merci beaucoup, professeur Desgrands, d'être venu sur notre plateau.